puisque c'est toi qui me gardes ce soir, vu que papa fait des heures sup à son usine de robotique, tu vas m'aider à terminer les décorations du sapin. Mais dis, Nono, tu sais pourquoi on décore les sapins à Noël ? Pour qu'ils soient plus jolis. Oui, bien sûr, ça je sais. Mais comment en est-on venu à faire ça ? Pour faire plaisir au Père Noël ? Attends, je consulte Internet. J'ai trouvé. Cela provient d'une tradition des habitants des pays nordiques. Ils fêtaient le moment de l'année où la durée des jours s'arrêtait de diminuer pour à nouveau augmenter. Ils célébraient ça en accrochant de petites bougies sur les sapins, ça égayait les nuits sombres qui commençaient très tôt. Chez nous, à 5 heures du soir il commence déjà à faire nuit, mais chez eux ça pouvait commencer dès 3 heures de l'après-midi. Eh bien. Remarque, j'étais pas si loin que ça, car le Père Noël vit bien dans le Nord, non ? C'est ce qu'on dit. Ce moment de l'année où le soleil est le plus bas dans le ciel à midi est appelé solstice d'hiver et marque le début de cette saison. Ah oui ? Mais alors, pourquoi il continue à faire de plus en plus froid alors que les journées se rallongent à nouveau à partir de ce moment-là ? C'est parce que cet hémisphère terrestre qui s'est bien refroidi va mettre du temps à se réchauffer à nouveau. Je vois. Mais au fait, ça veut dire quoi, solstice ? C'est un mot qui vient de la contraction de sol pour soleil et stis qui signifie station. Pour le solstice d'hiver, c'est le moment où le soleil qui suit une trajectoire très semblable pendant plusieurs jours s'arrête de descendre pour à nouveau remonter de plus en plus haut de jour en jour dans le ciel. Des journées avec un soleil qui reste très bas et des nuits très longues, ça ne doit pas être très gai à vivre. Au mois de juin, le soleil suit un chemin qui l'amène de plus en plus haut dans le ciel, le jour du maximum est appelé solstice d'été. La conséquence est qu'à cette période il brille plus et nous réchauffe davantage. Comme il met du temps à monter et du temps à redescendre, la journée est aussi plus longue, et il réchauffera davantage le sol. Aux équinoxes, jour qui correspond au début du printemps et de l'automne, le soleil suit un chemin moyen et il y a égalité entre la durée du jour et de la nuit. En hiver par contre, le chemin est bien plus bas, plus court et donc il chauffe moins longtemps et moins fort avec des rayons qui s'étalent plus sur le sol. Surtout si on habite encore plus au nord. Au début de l'hiver, on peut ne plus avoir de jour du tout, et une telle absence sur plusieurs semaines doit être pénible à endurer. Par contre, c'est le contraire dans l'hémisphère sud, car pendant que le pôle nord est plongé dans la nuit, le pôle sud est lui tout le temps éclairé. Oui, tout ça parce que l'axe de la Terre est incliné par rapport au plan de son orbite autour du Soleil. Oui, c'est comme pour le globe terrestre de la salle de classe. Et l'étoile qu'on met au sommet du sapin, d'où ça vient ? L'Église catholique voyait d'un mauvais œil qu'on fête quelque chose qui ne soit pas lié à la religion, elle a donc voulu détourner ces festivités pour les associer à la naissance du Christ. Les écrits indiquent qu'une étoile aurait guidé les mages de Babylone vers Jérusalem en Palestine pour fêter la naissance du roi des Juifs. C'est un moment de l'année fêté par les Juifs et les chrétiens, mais cela concerne aussi les musulmans, car Jésus est considéré par eux comme un prophète. C'est pour ça que Jérusalem est une ville importante pour ces trois religions. Et cette étoile qui les a guidés, c'est l'étoile polaire ? Non, et ce pour deux raisons. D'abord, ils ne cherchaient pas le nord mais un repère signalant un événement inhabituel dans le ciel. Or l'étoile qu'on appelle Polaris est tout à fait banale. Ensuite, à cette époque, il n'y avait pas d'étoile brillante immobile dans le ciel indiquant clairement la direction du nord. Ah bon ? Comment ça se fait ? On sait depuis bien longtemps que les étoiles du ciel tournent autour d'un point fixe et que ce point fixe change au fil des millénaires. On sait maintenant que ce mouvement est dû à l'axe de rotation de la Terre qui bascule par rapport aux étoiles et revient sur sa position au bout d'une période de 26 000 ans. On appelle ça la précession des équinoxes. Il y a 5000 ans c'était Uban, l'étoile la plus brillante de la constellation du Dragon, qui jouait ce rôle. Et de nos jours c'est Al-Ruqaba qu'on appelle aussi Polaris. Dans 13 000 ans, ce sera autour de Vega de la constellation de la Lyre. Mais la plupart du temps, l'axe pointe dans une direction où il n'y a pas forcément d'étoiles brillantes.
Mais alors c'est quoi cette étoile qui leur aurait signalé qu'un événement important allait se produire? On ne sait pas vraiment. Et ton internet qui sait tout ne peut pas répondre à cette simple question? Non. Tu veux qu'on aille mener notre enquête? Oh que oui! Pour cela, on va avoir besoin d'un moyen de transport adéquat. Tu fais quoi? J'essaye de guider jusqu'à nous ce dont on va avoir besoin pour le voyage. Le voilà. Le traîneau du Père Noël? J'y crois pas, tu as osé détourner son unique moyen de transport? De toute façon, il n'en aura besoin que dans quelques jours et il ne nous dira rien si on ne l'abîme pas. Waouh! On peut rentrer à la destination et même modifier la date! Eh bien, oui, sans ça, comment voudrais-tu qu'il puisse distribuer ses cadeaux en une seule nuit? Avec ce tableau de bord il peut arrêter le temps qui s'écoule et nous on va s'en servir pour remonter dans le temps. Tu crois vraiment qu'on a le droit de s'en servir? Destination rentrée. On va faire un tour au XVIe siècle, pour savoir ce qu'on doit chercher et surtout où et quand. Yahoo! Qu'est-ce qu'on fait ici? Regarde là au-dessus du W que dessinent les étoiles de la constellation de Cassiopée. Normalement, il n'y a pas d'étoile brillante à cet endroit. Ça pourrait être une étoile comme celle-là qui a pu guider les mages. Mais c'est 1572 années bien trop tard! C'est vrai, mais à cette époque, on a imaginé que cette étoile pouvait être une nova récurrente, c'est-à-dire une étoile qui augmente en éclat périodiquement car Léovicius relate qu'en 945 et 1264 il y avait eu un phénomène brillant dans la même région du ciel. On s'attendait à ce qu'elle brille à nouveau encore 300 ans après. Et qu'est-ce qui s'est passé? Non, rien du tout. On abandonna cette idée aux alentours de 1880 car on n'avait rien vu se produire. Il se trouve que l'étoile qui brilla en 1572 était en fait ce qu'on appelle une supernova, résultat de l'explosion d'une étoile en fin de vie. En réalité, l'étoile avait explosé 10 000 ans auparavant mais il a fallu tout ce temps à sa lumière pour traverser l'espace et parvenir jusqu'à nous. Voilà comment elle apparaît sur les photos prises de nos jours. Un beau résidu du feu d'artifice qui s'est vu dans le ciel à cette époque. Et on n'a pas retrouvé de reste d'une supernova qui aurait été visible à l'époque des rois mages. C'est quand même assez rare d'en voir une à l'œil nu. En 1054, l'humanité a pu voir une étoile en train d'exploser dans la direction de la constellation du Taureau. Encore trop tard pour que ce soit notre étoile. Et une autre explosa en 185 près d'Alpha du Centaure. Mais ce phénomène situé trop au sud du ciel était inaccessible depuis la Palestine. Un autre reste d'explosion d'étoiles remarquable est visible dans la constellation du cygne appelée les Dentelles. Elle aurait explosé du temps de la préhistoire. Trop tôt! Et en l'an 0? Rien. On a eu beau scruter le ciel, une supernova si récente ne se serait pas déjà dispersée sans laisser de traces. De toute façon, un tel événement n'indique pas forcément de direction à suivre car elle reste à une position fixe dans le ciel. Finalement, si on veut s'intéresser à ce qui se déplace dans le ciel, il faut rechercher du côté de ce qu'ils appelaient les étoiles vagabondes et les étoiles chevelues. Des étoiles vagabondes? En fait c'est le nom qu'on donnait aux planètes à cette époque. D'ailleurs, on appelait tout ce qui brillait dans le ciel étoile, et tous les points brillants qui bougeaient au-devant des étoiles qui elles étaient fixes, étaient appelés ainsi. C'est plutôt logique. Allons voir ce qu'il y a comme rapprochement planétaire sur cette période visible depuis la région de Babylone d'où observaient les mages.
Autour de l'an-1, Jupiter, qui est associé à Marduk, l'étoile des rois pour les Babyloniens, passa 3 fois près de l'étoile Régulus qu'on appelait l'étoile roi située dans la constellation du Lion, le roi des animaux. Le spectacle débuta début septembre de l'an-2 avec Mercure et Vénus collés l'une à l'autre. Puis le 13 septembre eut lieu le premier rapprochement. Ensuite le 19 février de l'an-1 se déroula la seconde conjonction. Et enfin, le 7 mai de l'an-1 se produisit le troisième et dernier rapprochement. Ces phénomènes appelés conjonctions pouvaient être interprétés par les mages astrologues de l'époque comme un couronnement divin triple. Jupiter semble avancer puis reculer dans le ciel, elle ne sait pas où elle va? Ce mouvement qui se produit pour toutes les planètes est appelé boucle de rétrogradation. Il a été interprété à l'époque de l'Antiquité par ce qu'on appelle les épicycles. C'est Mars qui réalise les boucles les plus flagrantes. Pour anticiper le mouvement des planètes, les savants de l'époque avaient construit un modèle faisant que les planètes tournaient sur des cercles attachés sur des cercles autour de la Terre. Ah oui? Mais que fait la Terre au centre? C'est le Soleil qu'il faudrait mettre là. Oui, tu as raison. Mais ils avaient des difficultés à concevoir une Terre en mouvement. Imagine que tu sois installé dans cette voiture bleue et que tu décides de doubler cette voiture rouge qui se traîne. Ça m'étonnerait que la Ferrari se laisse doubler par le 4x4. Oui, enfin, admettons. Si tu regardes attentivement, tu auras l'impression que la Ferrari recule par rapport au décor. Eh bien c'est exactement ce qui se passe quand la Terre qui met 1 an pour boucler son orbite autour du Soleil double Mars qui, plus éloigné du Soleil, met 2 ans pour en faire le tour. On a l'impression pendant ce laps de temps que Mars recule par rapport aux étoiles. Puis la Terre poursuivant sa course plus serrée autour du Soleil, le mouvement reprend le sens habituel après être passé par un moment où la planète semble immobile, on dit stationnaire, dans le ciel. Pour en revenir à nos conjonctions, en octobre de l'an-2, Jupiter s'était retrouvé proche de Vénus, l'étoile mère. Cela pouvait marquer l'Annonciation, le moment où la Vierge Marie s'était retrouvée enceinte. Ensuite Jupiter est devenu stationnaire le 25 décembre en plein dans la direction du sud vu depuis Jérusalem à la tombée de la nuit. Et Bethléem se situe au sud de cette ville où les mages auraient pu séjourner en cherchant où se rendre ensuite. C'est pas mal, même si c'est un peu difficile à croire. Mais c'est un peu tôt. N'y a-t-il pas eu de conjonction plus proche de l'an 0? En fait, il n'y a pas d'an 0 car le concept de 0 provient de Aryabhata, un mathématicien et astronome vivant en Inde au 5e siècle de notre ère. On définit le plus souvent qu'avant l'an 1 on a l'an-1. Mince alors! D'autre part, le Christ serait né du temps d'Hérode dont la mort eut lieu peu après l'éclipse de lune du 13 mars à 1h45 du matin en l'an-4. Quelle précision! Les éclipses sont des phénomènes pas si fréquents que ça et grâce aux ordinateurs on peut retrouver les moments où ces phénomènes relatés dans les écrits ont eu lieu. Mais à quoi correspond une éclipse de lune exactement? Une éclipse de lune se produit lorsque le Soleil, la Terre et la Lune se retrouvent alignés. À ce moment précis, la Terre fait obstacle à la lumière solaire qui ne parvient plus à illuminer notre satellite naturel. C'est beau une éclipse de lune. Mais pourquoi apparaît-elle rouge comme ça? Si on se trouvait sur la Lune à ce moment précis, on verrait un peu de lumière solaire traverser notre atmosphère pour éclairer la surface lunaire d'une faible lueur rougeâtre de soleil couchant. Pour revenir à notre propos, il ne faut donc pas chercher en l'an-1 mais peut-être bien encore avant. À cette époque, on savait que les saisons revenaient après une durée de 365 jours à peu près. Pour faire les calculs, ce nombre est compliqué car il n'est divisible que par 5 et 73, tous de nombres premiers. On préférait de loin 360, divisible par 2, 3, 4, 5 et 6 qui sont les premiers nombres, ce qui permet toute une série de découpages en nombres entiers. D'ailleurs comme on revoyait la Lune dans le ciel avec le même aspect tous les 30 jours environ, et que 12 mois de 30 jours font 360, c'était bien plus pratique de compter ainsi.
Ils avaient décidé qu'après 360 jours, ce qui correspond au 25 décembre dans notre calendrier, on devait rajouter 5 jours de fête avant de célébrer la nouvelle année. Il faut savoir que la célébration de la naissance du Christ le 25 décembre date seulement du IVe siècle de notre ère. C'était pour eux le début des fêtes de Noël avant la nouvelle année et après le 21 décembre. On se servait beaucoup des observations du ciel à cette époque pour établir les calendriers et aussi tenter de percer ses secrets. Le retour de Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel au petit matin, servait de repère. Regarde, on la trouve facilement dans le ciel non loin des 3 étoiles alignées de même luminosité et de même écartement que l'on retrouve dans le ciel d'hiver. On les appelle les 3 rois de la constellation d'Orion. Les 3 rois mages? C'était probablement aussi un stratagème pour tenter d'effacer les anciennes croyances païennes d'antan. En 1614, Johannes Kepler s'intéressa à ce qui s'était passé dans le ciel au moment de la naissance du Christ. Pour ça, il utilisa les mesures de position effectuées par Tycho Brahe pour affiner les positions des planètes à des époques anciennes. Il en déduisit que le mouvement des planètes se faisait non pas sur un cercle mais sur une ellipse, un cercle un peu aplati dont le Soleil occupe l'un des foyers. Il déduisit que les vitesses des astres du système solaire dépendaient de leur proximité au Soleil. Oui, elles accélèrent quand elles sont plus proches du Soleil et ralentissent quand elles sont plus loin. Et en regardant autour de l'époque qui nous intéresse, qu'est-ce qu'il a trouvé comme positionnement caractéristique ? Vénus, qu'on appelle aussi l'étoile du berger car on peut la voir le soir ou le matin au moment où les moutons entrent et sortent de la bergerie, se trouvait dans la constellation du Bélier, qui définissait la Judée à cette époque, le matin à l'est en avril de l'an 6 avant notre ère. Avec en plus Jupiter et Saturne non loin de là. Ces 3 astres dessinaient une sorte de flèche brillante dans le ciel. Ça se tient. Mais c'est quand même courant qu'il y ait des conjonctions dans le ciel, alors pourquoi celle-là plus qu'une autre ? Et le 19 décembre de l'an 6 avant notre ère, Jupiter était plein sud à la tombée de la nuit. On en a déjà parlé, et ça arrive tous les ans à un décalage près. Certes. Sinon, il y eut un rassemblement planétaire de mai à novembre de l'an -7. Jupiter et Saturne dans les Poissons avec Mars qui les rejoignit et tous 3 pointaient dans la direction de Bethléem depuis Babylone. Intéressant aussi, mais encore ? Saturne était la planète prédominante des Juifs, d'ailleurs samedi signifiant le sabbat est lié à Saturne. Oui, je sais. Lundi est associé à la Lune. Mardi à Mars. Mercredi à Mercure. Jeudi à Jupiter. Vendredi à Vénus. Et samedi à Saturne. Très bien. Il est écrit dans les évangiles que la vue de l'astre les remplit d'une très grande joie. C'est vrai que c'est joli à voir dans le ciel. Mais c'est quand même tiré par les cheveux. D'ailleurs, tout à l'heure, tu avais parlé d'étoiles chevelues. C'est quoi ces astres ? C'est le nom qu'on donnait aux comètes à l'époque. On va aller en voir une belle. C'est vrai qu'on peut imaginer que ça ressemble à une chevelure. Et celle-là semble former une flèche pour marquer une direction à suivre. Mais c'est quoi exactement une comète ? Les comètes sont des astres constitués d'un agglomérat de roches et de blocs glacés contenant de l'eau qui viendrait des confins du système solaire. Oui, on m'a raconté que c'était des sortes de boules de neige sales. Elles ne sont actives et diffusent bien la lumière du soleil que lorsqu'elles sont proches de lui. Elles dégazent alors de la matière sur parfois plusieurs millions de kilomètres. De quoi ne pas passer inaperçu malgré la petite taille de leur noyau de seulement quelques kilomètres. Certaines ont des trajectoires elliptiques comme les planètes, ainsi elles passent et repassent régulièrement à proximité du Soleil.
La plus célèbre de toutes, c'est la comète de Halley, n'est-ce pas? Oui. Et j'ai appris aussi que les comètes portaient le nom de leur découvreur. C'est vrai aussi, sauf pour la comète de Halley qui est une des exceptions à la règle. Elle est célèbre car c'est celle qui a permis à Edmond Halley de comprendre que les belles comètes de 1531, 1607 et 1682 pouvaient être un seul et même objet en orbite autour du Soleil. Il prédit par des calculs en 1705 qu'elle repasserait en 1758. Il mourut avant son retour mais les scientifiques de l'époque la baptisèrent en son honneur. Elle revient près de chez nous tous les 76 ans. Est-elle passée à l'époque qui nous intéresse? Elle était passée dans le ciel en -10 et en +66. Ah, alors ça colle pas trop avec ce qu'on cherche. Par contre, il y a bien une autre comète périodique, la comète Encke qui est passée près de la Terre en novembre de l'an -1. L'astre est décrit comme une étoile qui marchait devant les mages. La comète Encke se décalait de 6 degrés par jour en se dirigeant vers l'est, direction de la Palestine pour des astronomes astrologues de Babylone. Elle correspond plutôt bien. Oui, sauf que la comète Encke n'est pas une comète très brillante, même si à cette époque, elle devait être plus active que maintenant car entre-temps elle a perdu certainement beaucoup de matière à chacun de ses passages à proximité du Soleil. Et il n'y en a pas d'autres? Les personnes les plus à même d'avoir noté tout ce qui passait dans le ciel à cette époque-là sont les astronomes chinois. Il y a bien quelque chose qui a retenu leur attention pendant 70 jours au printemps de l'an -5 près de l'étoile Alpha du Capricorne. Ils l'ont décrit comme comète mais il est plus probable qu'il s'agisse d'une nova, une étoile qui devient subitement plus lumineuse dans le ciel. Que ce soit au printemps n'est pas contradictoire car les écrits évoquent la présence de moutons et de bergers au moment de la naissance du Christ et ils ne sont présents sur les pâturages qu'au printemps et en été. Mais le Capricorne n'est visible qu'en deuxième partie de nuit en cette période de l'année et dans la direction du sud-est. Dans le registre des étoiles et des phénomènes spectaculaires qui auraient pu retenir l'attention des mages, il y a aussi celui des étoiles filantes. D'ailleurs ces phénomènes sont liés au passage des comètes. En passant et repassant régulièrement, une comète va laisser sur son orbite une grande quantité de poussière. Il suffit que son orbite croise celle de la Terre, pour que chaque année, quand la Terre repasse au même endroit, elle reçoive pas mal de ces poussières. En traversant l'atmosphère terrestre, elles vont provoquer ce phénomène brillant et furtif d'étoiles filantes. L'association de la naissance du Christ avec la présence d'un essaim météoritique avait été suggérée par Grégoire Nicéphore au XIVe siècle. En cette période de l'année, il y a bien l'essaim d'étoiles filantes des Ursides, liées à la constellation de la Grande Ourse. Je sais retrouver la figure de la Grande Ourse dans le ciel, avec notamment les 7 étoiles les plus brillantes qui semblent dessiner une forme de chariot. Exactement. Mais pour en revenir à ce phénomène, il se répète tous les ans ne produit jamais de pluie d'étoiles filantes pour être annonciateur de quelque chose d'exceptionnel. Ensuite il faut savoir que ces étoiles filantes rayonnent depuis la direction du nord-est, ce qui est à l'opposé de la direction cherchée. L'enfant vient de naître et je ne vois toujours rien de brillant qui pourrait attirer les mages. Oui, je ne comprends pas. Tant pis, il est temps de rentrer maintenant. Et de rendre le traîneau au Père Noël, j'ai pas envie d'être privé de cadeaux.